Il faut qu'on parle du nouveau Miyazaki parce que il y a beaucoup de choses à en dire. Voici que nous revient Miyazaki 10 ans, 10 ans après son précédent film, Le vent se lève. Et c'est quand même quelqu'un qui aujourd'hui a plus de 80 ans, quelqu'un qui est arrivé quand même à une maîtrise de son art, un réalisateur quand même qui a marqué toute une époque, qui a marqué plein de gens à travers le temps. Il y a des gens qui ont grandi vraiment avec ces films. Moi, j'aime beaucoup, vraiment. Je vais commencer par dire ça. J'aime beaucoup toute l'œuvre de Miyazaki. J'aime tous ses films en vrai. Il y en a que j'aime plus, il y en a que j'aime moins. J'aime tout particulièrement Ponyo parce que c'est celui que vraiment qui me touche le plus. C'est celui que j'ai le plus vu. C'est celui que j'ai découvert en plus dans un contexte un peu particulier parce que je l'ai vu en avant-première à l'époque, dans le contexte d'un festival avec mon frère. Donc vraiment, moi j'adore ce film, mais je les aime tous vraiment. J'aime Chihiro, j'aime Mononoke. Vraiment, ça me parle. Je pense que c'est un cinéma qui me parle. Le cinéma d'animation me parle, m'a toujours parlé depuis longtemps. Et le cinéma japonais aussi. Donc vraiment, c'est des choses. Quand j'ai vu son dernier film, qui est sorti en 2013, me semble-t-il, j'ai dû le noter par là, mais je crois que c'est quelque chose comme ça. Ouais, c'est 2013, 2014 en France, Le vent se lève. J'étais à l'université quand j'ai vu ce film-là. Et dites-vous que j'étais en licence de japonais. Donc ça dit ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, je pense que Miyazaki, il a joué un rôle. Ce cinéma-là, comme Akira, comme Ghost in the Shell, je pense que c'est des ou Evangelion, ou Cowboy Bebop, c'est des œuvres qui m'ont aussi donné envie d'aimer, enfin qui m'ont fait aimer le Japon et qui m'ont donné envie d'apprendre la langue. J'en suis arrivé à un point où j'ai fait quand même une licence de japonais à cette époque-là. Et il faut quand même se dire que Miyazaki, quand il sort Le vent se lève en 2013, il dit que c'est son dernier film. Il nous dit, c'est mon dernier film, je pars à la retraite. Bon, c'est effectivement pas le cas, puisque son nouveau film sort cette année. Et donc c'est intéressant parce qu'en fait, c'est quand même quelqu'un qui sort de sa retraite pour faire un nouveau film, pour faire une nouvelle œuvre, pour nous raconter quelque chose de nouveau. Et c'est quand même passionnant de se dire, qu'est-ce que ce maître, qu'est-ce que ce grand réalisateur, parce que en plus, ce n'est pas qu'un grand réalisateur de films d'animation, c'est vraiment un grand réalisateur tout court. C'est vraiment un grand réalisateur de cinéma. C'est quelqu'un qui a inspiré plein de gens, qui a influencé plein de gens, qui aujourd'hui vraiment en plus toucher des petits comme des plus âgés. C'est vraiment un cinéma qui peut toucher les enfants comme les adultes. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, moi j'aime les films de Miyazaki et que quand j'étais beaucoup plus jeune, j'aimais aussi. Et pourtant, c'est des films que j'aime toujours. J'aime les revoir parce que c'est vraiment des films qui arrivent à être un peu universels et à toucher tous les âges. Ce que j'étais en train de dire, oui, c'est ça, c'est que quand même, ce monsieur sort de sa retraite. Vraiment. Donc, moi, je me dis, ah oui, c'est quand même qu'il y a quelque chose. C'est quand même que il n'est pas sorti de sa retraite pour rien, le monsieur. Il a quand même un propos. Il a très certainement quelque chose d'intéressant à nous amener. Quelque chose de. Et effectivement, moi, je trouve le film très riche. Je trouve le film passionnant. Peut-être même qu'il y a trop de choses parce que vraiment, il y a beaucoup de choses dans le film. Il y a beaucoup de choses, moi, que j'ai pas compris. Mais c'est pas grave. Il y a plein de choses que vous allez pas comprendre. Il y a plein de choses qui vont vous laisser sur la touche. Il y a des choses que vous allez trouver extraordinaires. Mais il n'empêche que le film est foisonnant. Il est aussi un peu hermétique. Ça, c'est un truc qui est important, c'est que vraiment le film il est un petit peu hermétique. C'est pour ça que je vais essayer de donner des clés de compréhension. J'ai eu besoin de le revoir. Je l'ai vu 2 fois. Après la première fois, vraiment, j'ai trouvé ça fou. Mais il y a plein de choses où j'étais circonspect. Et j'ai eu besoin de. J'y ai réfléchi. Le film, il a grandi. J'ai lu des choses sur le film. J'ai écouté des interviews. J'ai lu des articles. Je me suis renseigné sur qu'est-ce que c'était le projet, machin. Donc je vais essayer d'amener un petit peu tout ce que j'ai trouvé. Et en même temps, au deuxième visionnage, j'ai vu plein de nouvelles choses. Et j'ai compris des choses. Et j'ai encore plus aimé le film au deuxième visionnage. Donc, c'est là aussi où je me dis, ah oui, c'est quand même un grand film. Qu'est-ce que c'est que, du coup, le garçon et le héron? En titre original, c'est Kimitachiwa do Ikiruka. C'est pas anodin, pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est adapté, entre guillemets. Je vais revenir dessus parce que c'est pas réellement adapté. Mais la traduction du titre original, c'est Et vous, virgule, comment vivrez-vous? Le titre de ce livre.
Et vous, comment vivrez-vous ? Qui a été traduit Le garçon et le héros. Donc on peut dire ce qu'on veut. La traduction, c'est plus du tout la même chose. Le titre veut plus du tout dire la même chose. Et du coup, c'est pas adapté de ce livre forcément, mais c'est inspiré de ce livre de Yoshino Genzaburo. Alors j'ai acheté le livre parce que ça m'a donné envie d'acheter le livre, de me renseigner. J'ai commencé à le lire et je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que le livre. Et en fait, c'est pas une adaptation stricto sensus. C'est une. En fait, le film est inspiré. Il y a des points communs, il y a des thématiques communes avec le livre. Et même le livre est dans le film. C'est-à-dire que, en fait, ce livre a été offert à Hayao Miyazaki quand il était jeune par sa mère. Sa mère lui a offert ce livre quand il était encore enfant. Et dans le livre, on va retrouver le personnage principal, Maito, qui lui aussi va tomber sur ce livre à un moment donné dans le film. Il va tomber sur le livre, il va trouver le livre par hasard, et dans le livre, il y a un message de sa mère, qui est morte, dans le film. Et du coup, il va être bouleversé par cette découverte. Et qu'est-ce que c'est que le livre, du coup ? Qu'est-ce que c'est que le livre, du coup ? Kiki la petite sorcière, c'est super. Vraiment, moi, c'est un film que j'adore. Et qu'est-ce que j'ai... Oui, c'est vrai, t'as raison, Estelle. C'est qu'il y a toute une thématique, il y a toute une histoire autour du livre. De qu'est-ce que c'est que le pouvoir des livres. C'est vrai, maintenant que tu le dis, j'allais pas forcément en parler, mais il y a ça dans le film. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, en fait, c'est l'objet le plus important du film. Enfin, le film existe grâce à un livre. C'est un livre qui a inspiré Hayao Miyazaki, qui l'a marqué, qui l'a ému. Et c'est le cas aussi dans le film. Le livre existe dans le film. Et ça a une importance pour le personnage, pour le protagoniste principal. Même si c'est l'une des rares fois où le protagoniste principal, à un moment donné, a une émotion, où il se passe quelque chose, où le personnage est bouleversé. Parce qu'on va le voir, le personnage est vraiment assez antipathique. Il exprime très peu d'émotions. Donc ça, c'est pareil, c'est assez... On peut rester perplexe. Et il y a des liens avec Evangelion, parce que vraiment, il y a beaucoup de Shinji, je trouve, dans ce personnage de Maito, du garçon et le héros. Alors c'est un livre qui date de... Je vais le dire, 1937. Si vous voulez, vous savez quoi, je vais dire ce qui a marqué derrière le livre et je vais expliquer ce que c'est. En 1937, alors que le nazisme se fait de plus en plus menaçant en Europe et que le Japon se militarise, un jeune éditeur s'improvise écrivain pour défendre ce qui fait de nous des êtres profondément humains. 2 points. La liberté de penser, l'ouverture du cœur, l'entraide, le désir de justice. Son livre va connaître un destin exceptionnel. Interdit pendant la guerre, son auteur taxé d'antipatriote et plusieurs fois incarcéré. Il est lu de génération en génération et devient un livre incontournable de la littérature japonaise. C'est ce manuel à l'usage des êtres humains que vous allez lire. C'est intéressant, ils appellent ça un manuel à l'usage des êtres humains. Je vais expliquer un peu pourquoi. On y voit un adolescent qui, au fil des découvertes, a des questions qu'il se pose au jour le jour, fait l'apprentissage de la vie et de la pensée, avec le soutien de son oncle, jeune étudiant, qui l'aide à comprendre ce qu'il voit et décrypter ce qu'il pense. Car il ne suffit pas d'avoir des yeux et des oreilles en état de fonctionnement, il faut que les yeux du cœur, les oreilles du cœur, soient aussi ouverts. Alors c'est quand même assez passionnant. Ce qui se passe dans le livre, en fait, c'est que c'est une sorte... Il y a marqué un manuel à l'usage des êtres humains, c'est qu'en fait, le livre était destiné aux jeunes, à la jeunesse japonaise, aux adolescents japonais. Et en fait, il y a des sortes de clés vers un épanouissement, vraiment de clés de compréhension de la vie, du savoir-vivre. Par exemple, c'est plein de chapitres et c'est romancé, c'est-à-dire que c'est pas... On va vous donner des règles de vie ou vous apprendre des choses. C'est vraiment, on suit un personnage qui, au contact d'un autre personnage, apprend des choses. Oui, on va en avoir pour 1 heure parce qu'il y a énormément de choses à raconter. Mais je vais essayer d'être limpide. En fait, c'est passionnant. Vraiment, j'ai trouvé ça assez passionnant. Et du coup, par exemple, pour vous donner un exemple, premier chapitre, première partie, on va parler de Copernic. Et du coup, ça va apprendre
au jeune personnage protagoniste principal que en fait, la Terre, c'est pas le centre de la galaxie, que en fait, c'est pas la Terre qui tourne autour du Soleil, mais c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, et que du coup, en apprenant ça, toi, en tant qu'être humain, tu fais partie d'un tout, tu fais partie tu es une molécule au milieu de beaucoup d'autres, et que en fait, tu es pas au centre de l'univers, et que tu circules avec beaucoup d'autres choses. Et du coup, c'est plein de choses, comme ça, d'idées, de règles philosophiques, de compréhension de l'univers dans le livre. Et il y a beaucoup de ça. Il faut se dire qu'il n'y a pas ça dans le film. C'est-à-dire qu'en fait, le film, il n'a rien à voir. Il n'a rien à voir avec le livre. C'est ça qu'il faut quand même le point commun, c'est que Miyazaki, il a envie aussi d'apporter des réflexions. D'essayer de donner des clés, d'aider peut-être le spectateur d'amener des réflexions sur la vie ou la mort. Et la thématique principale du film, c'est le sujet du film, c'est autour de ça que le film tourne, c'est le deuil, c'est la mort. Comment tu abordes ça en tant qu'humain, comment tu vis avec ça, comment tu abordes ça, comment tu arrives à vivre avec l'absence d'un être cher, d'un être proche. C'est ça le projet du film. Et en fait, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est parce que c'est un homme de 80 ans qui voit des gens partir autour de lui, qui voit des gens mourir autour de lui à cet âge-là. Et en fait, je pense qu'il y a cette réflexion de se dire, ok, qu'est-ce que je peux léguer aujourd'hui à mon âge ? Qu'est-ce que je peux léguer aux gens ? Qu'est-ce que je peux léguer au jeune public ? Qu'est-ce que je peux léguer peut-être à mes petits-enfants ? Et c'est en ça que je trouve le film, il est passionnant, il est hyper intéressant, mais il va dans des choses parfois, vraiment, il y a toute une partie du film où c'est vraiment un peu absurde, où tu peux te dire que ça n'a pas de sens, et il faut essayer de trouver du sens, ou il faut essayer peut-être que juste ça n'a pas de sens, peut-être qu'il y a un sens caché. Vraiment, il y a des choses, je pense qu'il y a des choses qui vont laisser vraiment beaucoup de spectateurs sur le carreau. Il y a des spectateurs qui vont être absolument perdus. Donc, qu'est-ce que raconte le film ? Le film, c'est l'histoire d'un jeune garçon, Maito, qui, au début du film, c'est la première séquence du film, au début du film, pendant la guerre, il y a un incendie qui se propage dans un hôpital, et la mère du personnage principal, Maito, décède dans cet incendie. Oui, le film m'a particulièrement touché, et je pense qu'en fait c'est plus à rebours. Et en plus, il m'a touché aussi visuellement, c'est-à-dire que visuellement, il y a des choses qui se passent visuellement où vraiment j'étais ému rien que par le visuel, rien que par ce qui se passe à l'image. Après, moi je suis typique, très vite, je suis susceptible de pleurer au cinéma. Il faut quand même se le dire. Je suis un spectateur vraiment. Très vite, je chiale des fois pour un petit, pour pas grand chose. Mais oui, je trouve le film très émouvant, notamment si ces thématiques vous parlent, parce que je pense qu'en fonction des spectateurs, en fonction en fait de votre relation à la mort et au deuil, vous n'allez pas vivre le film. Enfin, le film, vous allez le prendre dans la gueule de façon différente. Par exemple, je fais un petit retour en arrière. Par exemple, Totoro, c'est le cas. Totoro, je pense que c'est un film que vous pouvez... Moi, je me suis rendu compte... Je vais parler de moi un peu. C'est que je me suis rendu compte que Totoro me parlait particulièrement. Mais je m'en suis rendu compte que récemment. Et c'est un peu inconscient. C'est-à-dire que moi, ma mère a été malade quand j'étais tout petit. J'avais 6 ans. Elle a été malade. Grave. Elle est encore vivante aujourd'hui. Je vous rassure. Elle est encore vivante aujourd'hui. Et du coup, elle a passé beaucoup de temps à l'hôpital. Et c'est un truc que j'oublie beaucoup, en fait, dont j'aime pas me souvenir et que j'aime pas me rappeler. Donc vraiment, je l'oublie. Je fais abstraction. Et Totoro parle de ça. Et je me suis rendu compte que récemment que en fait, Totoro me touchait. Parce que Totoro, c'est ça aussi. C'est l'histoire d'un personnage qui est malade, la mort, l'absence, et d'enfants qui vivent ça. Qui prennent ça, qui doivent gérer ça, quoi, en fait. Et comment ces personnages vont gérer ça, comment ces personnages vont vivre avec ça. Et
Le vent se lève, par exemple, il y a ça aussi. Dans Le vent se lève, il y a un personnage qui est malade à l'hôpital. Et c'est aussi pour ça, je pense, que Le vent se lève me touche. Je sais que Le vent se lève est pas très... C'est vraiment l'un des Miyazaki le moins aimé. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Donc, pour revenir au garçon et le héron, donc, au début du film, le personnage de Maito perd sa mère. Et du coup, on suit ce personnage, qui est très jeune, hein, c'est un enfant, qui va perdre sa mère et qui du coup va se retrouver tout seul avec son père. Et son père va se remarier avec une autre femme, va faire un enfant avec cette autre femme, cette femme est enceinte, et il va se retrouver dans une nouvelle maison, et on va suivre ce personnage qui du coup doit faire avec cette absence, et on se rend compte que cet enfant est hyper renfermé sur lui-même. Vraiment, il est antipathique. C'est un truc dont je parlais tout à l'heure. C'est un personnage antipathique qui exprime très peu d'émotions. On sent qu'en fait, il y a un mal-être. Et je pense que c'est important dans le film. Je pense que c'est un des trucs du film. Ça parle du mal-être, de la dépression. Tu sens que cet enfant, il est pas bien. Et il y a vraiment un truc aussi de... Moi, j'ai beaucoup vu du Shinji. Et j'aime beaucoup Shinji, j'aime beaucoup Evangelion. Donc vraiment, il y a un truc qui se joue là aussi là-dedans. Et qu'est-ce que j'allais où avec ça? Du coup, en fait, ouais. Le mal-être. Tu sens que cet enfant, il y a un vrai mal-être. Et jusqu'au point, vraiment, il y a des trucs un peu violents dans le film, ça m'a un peu surpris. C'est qu'au point qu'on va voir littéralement le personnage à un moment donné se faire du mal lui-même. Il va vraiment se blesser intentionnellement. Parce que tu sens qu'il y a un mal-être, tu sens que ce personnage va pas bien, tu sens qu'en fait, il est au bord de la rupture. Et il y a tout un questionnement dans le film. Est-ce que ce personnage va sombrer dans la tristesse, va se faire du mal au point de peut-être s'oublier, ou est-ce qu'en fait il va réussir par ce parcours dans le film, il va réussir à aller à vivre avec, quoi. À vivre avec, à apprendre à vivre avec, à comprendre la mort, à comprendre le deuil, et à essayer de peut-être devenir quelqu'un de meilleur. Bon, je vous spoil, il va aller vers... il va aller vers la lumière. Spoiler. Le message du film, c'est de dire c'est possible de vivre avec l'absence, avec le deuil. C'est une étape, c'est un apprentissage, c'est quelque chose. C'est pas la fin de c'est pas la fin de votre vie. Ouais, tu as raison, Gerbli. Le vent se lève, c'est beaucoup. Ça, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que Le vent se lève, c'est un film très autobiographique. Et en fait, Le garçon et le héron aussi. Ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, Maito, le personnage principal, c'est Miyazaki. On peut le voir comme ça. On peut l'analyser comme ça. C'est-à-dire que Maito, vraiment, c'est Miyazaki. Et ce personnage-là, c'est lui. Et en fait, il y a deux personnages dans le film qui sont Miyazaki. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a un autre personnage plus âgé, qui est une sorte qu'on voit tardivement dans le film, qui est une sorte qui a un oncle, et qui en fait est un créateur de monde. Il est un peu le maître d'un monde parallèle, d'un monde fantastique, et c'est un personnage qui doit trouver un héritier. Et ça, c'est intéressant parce que c'est aussi une représentation de Miyazaki, et le film nous dit qu'en fait ce personnage trouve jamais d'héritier, et qu'en fait il n'aura pas d'héritier. Et puis c'est pas grave s'il n'a pas d'héritier. Et en fait, c'est un message aussi pour dire Miyazaki, il n'y a pas forcément d'héritier aujourd'hui dans le paysage cinématographique. C'est pas grave. Parce que chaque fois, la presse essaie de nous trouver Makoto Shinkai, ça va être l'héritier de Miyazaki, machin, Satoshi Kon. En fait, non. Il n'aura jamais réellement d'héritier. Son cinéma, c'est son cinéma à lui. C'est son univers, c'est son monde. Et le film parle de ça. C'est marrant parce qu'en fait, il a une réflexion sur son art, son cinéma, sur lui-même et sur ce qu'il va léguer au monde. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et du coup, les deux personnages, il y en a un très jeune et un très vieux, sont en fait des représentations de Hayao Miyazaki. Et à savoir que Miyazaki, sa mère a été malade alors qu'il était très jeune. Et du coup, c'est un truc qui revient, par exemple, dans Le vent se lève. C'est quelque chose qui revient dans son cinéma, quoi. Totoro, c'est quelque chose qui, je pense, l'a marqué. Et le personnage
du père de Maito dans le film, c'est très clairement le père de Hayao Miyazaki. Et il y a notamment une sorte de critique envers son père, qu'on voyait aussi dans Le vent se lève. C'est-à-dire que le personnage du père de Maito, il fait fortune grâce à la guerre. Parce que le film se déroule pendant la guerre. Et du coup, son industrie, c'est l'industrie des avions pendant la guerre. Et du coup, il fait fortune grâce à ça. Du coup, on suit... Là, je pense qu'il y a une autocritique, il y a une critique de son père. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est passionnant. Mais oui, ça, je pense que le fait que le personnage soit antipathique, il soit très mutique, parle pas beaucoup, soit introverti et exprime peu d'émotions, je pense que ça peut gêner beaucoup les spectateurs. Et je pense que ça a gêné beaucoup les spectateurs. Mais le film va absolument diviser. C'est sûr que le film va diviser, moi j'en ai aucun doute, et je vois déjà des avis dire ne pas du tout avoir aimé. Mais je trouve que c'est le propre d'une grande œuvre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont détester, il y en a d'autres qui vont adorer. Moi je fais partie des gens, là en l'ayant revu, je trouve le film vraiment très grand. Je trouve vraiment que c'est un grand film. Et c'est l'un des films les plus intéressants, je trouve, de Miyazaki. Les plus touffus. C'est l'un des films où il y a le plus de choses. C'est l'un des films les plus peut-être aussi difficiles à aborder, difficiles à comprendre. Où vraiment c'est un film où il y a besoin de clés. C'est un film où il y a besoin de le revoir. Parce que vraiment, la première fois, il y a plein de trucs. Moi, la première fois, la deuxième partie du film, j'étais perdu. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, la deuxième partie du film, qu'est-ce qui se passe? C'est assez foufou. Parce qu'en fait, le film est divisé en deux parties distinctes. C'est-à-dire qu'on a la première partie du film, on a bien 1 heure où en fait on est dans le monde réel. On va suivre ce personnage qui du coup a vraiment un mal-être. On va le voir en plus se faire du mal. On va voir qu'il va pas bien. Il va rencontrer un héron un peu chelou. Un héron qui parle. Et il y a un moment donné, il y a une bascule dans le film. En fait, et c'est très Miyazaki. Il y a une bascule où on arrive dans un monde féerique, dans un monde fantastique. Comme dans Chihiro. Il y a beaucoup... En fait, c'est un film où il y a beaucoup de Chihiro et il y a aussi beaucoup du vent se lève. C'est vraiment, on est dans un entre-deux. Et la deuxième partie, là, on arrive dans le monde fantastique. Et là, en fait, c'est un monde fantastique où parfois, c'est plein de scénettes qui vont suivre, où parfois, elles n'ont pas beaucoup de rapport entre elles. Et des fois, tu te dis, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est compliqué de comprendre, vraiment, d'analyser. Ça paraît un peu absurde. La deuxième partie du film, elle est un peu absurde, mais je la trouve vraiment intéressante. Il y a plein de choses. Et je vais revenir un peu là-dessus. Je voulais dire un truc, c'est que visuellement, parce que je n'ai pas parlé de l'animation, visuellement le film il est dingue. Vraiment, il est incroyable. Je pense que c'est l'un des films de Miyazaki les plus aboutis et les plus intéressants visuellement, parce que c'est l'un des rares films aussi de Miyazaki où en fait il a fait appel à une équipe. Il a fait appel à d'autres animateurs. En fait, il y a une dream team autour du film et il a délégué. Pour la première fois, en fait, on a un Miyazaki qui délègue. Donc, ça donne lieu à des choses jamais vues dans son cinéma. Ça donne lieu à des choses vraiment inédites dans son cinéma. Par exemple, les 5 premières minutes du film, qui je trouve, c'est à la fois un problème et à la fois c'est cool, c'est que vraiment les 5 premières minutes du film, elles sont incroyables. Ce qui fait qu'en fait, le film, il est fou pendant 5 minutes et que, en fait, le film ne retrouve jamais cette folie-là. Donc moi, la première vision, je me suis dit c'est dommage parce que le film, il n'arrive jamais à retrouver vraiment la qualité, enfin la folie de ces 5 premières minutes. Mais ces 5 premières minutes, elles sont dingues. Vraiment, on suit Maito qui court en fait au milieu d'un incendie, de flammes. Vraiment, il se passe un truc visuellement où tu as l'animation qui devient un peu chaotique. Vraiment, j'ai pensé à la princesse Kaguya. Et vraiment, l'animation, là, d'un coup, elle devient limite brouillonne. Il se passe quelque chose. Vraiment, tu sens que la maîtrise de Miyazaki des films habituels, en fait, là, elle explose. Et c'est intéressant parce que le film, il est vraiment hétérogène. Et c'est peut-être le seul film de Miyazaki où, en fait, t'as plein de séquences où tu sens qu'il y a différents animateurs qui ont travaillé. Où tu sens vraiment qu'il y a des animateurs qui ont apporté leurs pattes. Et là, sur ces 5 premières minutes, ça se ressent de ouf. Et c'est hyper intéressant. Et cette séquence d'ouverture, elle revient de temps en temps dans le film. Et je trouve visuellement, c'est la séquence la plus folle. Il y a d'autres séquences qui interviennent. Il y a une séquence avec des bandelettes. Dans la deuxième partie, vraiment. Où visuellement, c'est hallucinant. L'animation,
c'est d'une beauté. C'est vraiment fou. Je trouve vraiment, visuellement, c'est l'un des films de Miyazaki les plus intéressants parce que, en fait, il se passe quelque chose, quoi. Il se passe quelque chose de nouveau, il y a quelque chose d'inédit, il y a quelque chose de vraiment jamais vu dans son cinéma. Et ça, c'est fou. Je pense que vous pouvez y aller juste pour 5 minutes. Parce que les 5 premières minutes, je les trouve dingues. Vraiment, elles m'ont scotché. Limite, j'avais les larmes aux yeux juste de ce que j'étais en train de voir. Parce que c'était inattendu pour ma part. Et il faut aussi que je dise un mot de la musique. Parce que comme d'habitude, la musique, c'est Joe Hisaishi. Il est là sur tous les films. Moi, je le vénère, je l'adore, je l'aime. Joe Hisaishi. Savoir qu'il a composé pour tous les films de Miyazaki. Il a aussi composé pour beaucoup de films de Takeshi Kitano, que j'aime énormément. C'est lui notamment sur la musique de l'été de Kikujiro, que j'aime beaucoup. Je ne peux pas écouter la musique de Kikujiro sans chialer, c'est vous dire. Donc vraiment, c'est un génie. Et pour avoir écouté la musique de Chihiro, voilà, que des thèmes fantastiques. Et là, je trouve la musique sur le film, je la trouve fantastique. Je l'ai réécouté un peu. Je la trouve hyper bien. Et en fait, elle est intéressante parce qu'elle est vraiment minimaliste. Vraiment, c'est avec peu de choses. La plupart du temps, c'est juste du piano, avec le violon qui parfois intervient, mais je la trouve très puissante. Vraiment, la musique, elle est super. Et des fois, ça décolle. Mais la plupart du temps, c'est juste du piano. Vraiment, c'est des choses très simples, mais hyper fortes, je trouve. Hyper puissantes. Je me rappelle que j'avais entendu une anecdote. Il dessinait beaucoup de mangas à l'époque. Je ne sais pas s'il voulait devenir animateur, mais un jour, en regardant ses dessins, il s'était rendu compte qu'il ne faisait qu'imiter Tezuka, au lieu d'avoir son propre style, que dans un accès de rage, il a brûlé tous ses dessins. Oui, ça ne m'étonne pas. Hein. Une chose intéressante, tiens, tu me fais penser à un truc, Gerby, c'est cool, c'est que j'ai entendu en interview, enfin j'ai lu, qu'en interview un jour, Miyazaki, il avait dit qu'en fait, il faisait des films pour enfants parce que ces films-là peuvent aussi toucher les adultes. Ce qui n'est pas le cas de l'inverse. C'est-à-dire qu'un film pour adultes, destiné aux adultes, tu vas pas pouvoir le montrer à des enfants. Alors qu'inversement, ça fonctionne. Et je trouve ça hyper intéressant parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire du héron, du garçon et le héron, qu'en fait, c'était pas pour les enfants. Et je suis pas du tout d'accord avec ça. En fait, je pense au contraire que les enfants vont aimer le film parce que, en fait, les enfants vont pas forcément tout rationaliser. Je pense que le problème, c'est qu'on y colle ce que nous, on en pense en tant qu'adulte, en essayant de rationaliser. Alors qu'en fait, un enfant va pas forcément essayer de tout rationaliser et qui va se laisser emporter et qui va se prendre ça vachement différemment qu'un adulte. Et ce qui est vraiment passionnant là-dedans, c'est que en fait, cette réflexion que je me suis faite, c'est qu'en fait, il passe par l'enfance pour s'adresser aux adultes, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est que du coup, il parle à tout le monde, parce qu'en fait, il parle à l'enfant qui est dans chacun de nous. Et ça, et c'est le cas de ce film aussi, je trouve. Donc je disais. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est aussi le cas du nouveau film de Makoto Shinkai qui est sorti cette année, où en fait, il y a aussi cette thématique du deuil. Dans le film de Suzume, de Shinkai, il y a aussi cette thématique où le personnage va avoir perdu un parent. Il va aussi, il y a aussi cette thématique de l'absence. C'est assez intéressant que deux réalisateurs comme ça, japonais, aient cette même thématique. Et ces deux, Suzume, c'est aussi très très bien. Moi, j'ai moins aimé Suzume, mais c'est aussi un film hyper intéressant. Alors, j'ai noté des trucs, du coup, j'essaye de me raccrocher à mes branches. Allô. Ah oui, je disais. Le film est complexe, le film est touffu. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses, et il y a un moment donné, dans la deuxième partie du film, il y a aussi plein de
de référence. Il y a plein de choses, moi, qui m'ont sauté au visage où je me suis dit, ah oui, d'accord. Par exemple, il y a une référence, à un moment donné, à l'île des Morts. L'île des Morts, qu'est-ce que c'est? L'île des Morts, c'est une peinture, c'est même une série de peintures de Arnold Böcklin. Et en fait, c'est une peinture qui a été très influente et qui a impacté beaucoup d'autres artistes et qui, en fait, a été... il y a beaucoup d'artistes qui ont réinvesti cette œuvre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de peintres, de dessinateurs, de réalisateurs qui ont refait cette peinture, qui ont fait leur propre version de l'île des Morts. Tu faut checker sur internet l'île des Morts. Vous allez voir, il y a énormément de versions. Il y a beaucoup d'artistes qui ont fait leur propre version. Il y a beaucoup de l'île des Morts. L'île des Morts apparaît dans beaucoup de films. C'est assez passionnant. C'est assez fascinant. Et à un moment donné, cette île des Morts, elle apparaît dans le film. Et même il y a toute une séquence où les personnages vont sur cette île. Il va se passer des choses sur cette île. Et si en fait vous ne reconnaissez pas, vous n'êtes pas obligé de connaître cette œuvre et de reconnaître cette œuvre. Mais si vous avez cette clé, vous vous dites, ah oui, en fait à un moment donné, le personnage, il est très clairement dans l'au-delà. Il est très clairement dans un monde des morts. Alors encore une fois, moi c'est un truc qui me fascine. Ces thématiques du voyage dans le monde des morts, dans l'au-delà, tout ça. Donc ça m'a parlé. Et j'étais très surpris de voir ça. Et en même temps, du coup, Hayao Miyazaki s'inscrit dans l'histoire de l'art en faisant ça. En travaillant cette image, cette peinture de l'île des morts. En même temps, ça l'inscrit dans toute cette histoire de tous ces artistes qui ont repris cette œuvre, qui l'ont travaillée et qui l'ont pris, qui en ont fait leur propre version. Du coup, ça, c'est hyper intéressant. Et il y a aussi d'autres choses. Par exemple, j'ai vu aussi... il y a aussi du De Chirico. Il y a aussi un plan, par exemple, dans le film, qui m'a fait penser à De Chirico, qui est un artiste peintre. Pour ceux qui... Vous allez comprendre quand je vais vous dire. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un peintre qui a inspiré Fumito Ueda pour Ico, par exemple. Vous voyez la jaquette de Ico, la cover du jeu vidéo Ico. C'est une peinture que Fumito Ueda a peinte, et il s'est inspiré de Chirico. Et du coup, c'est beaucoup de paysages jaunes, avec de la peinture jaune, avec des petits personnages. Enfin, c'est des grands paysages comme ça, avec de la lumière éblouissante. Il y a des plans comme ça dans le film de Miyazaki, et je pense qu'il y a plein d'autres références. Je pense qu'il y a plein d'autres choses intéressantes à analyser. Il y a plein de trucs, je pense, que j'ai pas compris, que j'ai pas vu. Parce que vraiment, il y a plein de choses que j'ai pas vues. Et il y a une autre chose que j'avais notée. Alors, il faut que je le retrouve. C'est qu'à un moment dans le film, je l'ai mis où? À un moment dans le film, il y a un message qui apparaît. À un moment donné où, entre les deux parties, à un moment donné où Mahito va passer d'un monde à l'autre, il y a une inscription qui est écrite, qui est traduite par « Tous ceux qui cherchent à comprendre périront ». Et très clairement, c'est un message de Miyazaki. On peut trouver que c'est un peu facile, mais c'est un message de Miyazaki qui dit au spectateur « Cherchez pas trop à trouver du sens, essayez plutôt de vivre la chose. Essayez plutôt de ressentir, de dialoguer avec le film, et essayez pas trop de vous prendre la tête. » Parce que vraiment, il y a des choses qui très clairement n'ont pas forcément beaucoup de sens, et où c'est peut-être peine perdue d'essayer d'analyser. Donc je vous le dis, si jamais vous y allez, il y a des choses, il n'y a pas forcément de clés, je pense, à analyser. Et il y a aussi beaucoup de Alice au Pays des Merveilles, évidemment, comme dans Chihiro, comme dans le voyage de Chihiro, où évidemment ce personnage qui se retrouve propulsé. Et je sais que c'est pas évident, tu vois, de lâcher. En fait, c'est parfois il y a des œuvres où il faut savoir lâcher prise. Il faut se dire, ok, je me laisse emporter, je lâche prise. Alors je dis ça, mais alors que j'ai beaucoup intellectualisé la chose. Et je vous dis, il y a des références, il y a des clés, il y a des machins. C'est Miyazaki, il faut prendre ça comme ça. Mais en même temps, il y a des deux en fait dans le film. À la fois, il y a plein de choses intéressantes, passionnantes à analyser, à décrypter. Mais il y a des moments où juste c'est plus la peine. Où juste il faut essayer de juste lâcher prise et se prendre le truc dans la tête, quoi.
Non, mais en même temps, forcément, des œuvres juste dans la vie. Non, mais même pas forcément des œuvres juste dans la vie si on suit l'idée de ton livre, là. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des moments où, en fait, c'est peine perdue. C'est peine perdue d'essayer... En fait, il y a des questions inextricables, quoi. Qu'est-ce qu'on fait là, sur Terre? Pourquoi la vie? Pourquoi est-ce qu'on est vivant dans l'univers? Voilà, il y a des moments où, évidemment... Et le film... Mais en fait, le film, il est intéressant en remettant dans le contexte de toute une filmo. En fait, c'est le dernier film de Miyazaki. Il y a plein de films derrière. Quand tu as vu tous les films, quand tu remets dans le contexte, quand tu remets la vie de Miyazaki, son œuvre, et que tu te dis que le personnage, c'est Miyazaki, qu'en fait, il nous parle de lui, et il nous parle sûrement de ce qu'il a traversé, de la perte de plein de gens, parce qu'il arrivait à un âge avancé, et que j'imagine que c'est quelque chose qu'il a envie de partager, peut-être. Il a envie de dialoguer avec ses spectateurs avec ça. Et en même temps, il y a un deuxième personnage dans le film, parce que, du coup, Maito est propulsé dans un monde qui est régi par des lois, on ne sait pas trop, c'est bizarre. Il traverse le monde des morts, il arrive dans un monde un peu bizarre, où en fait, il y a un personnage qui est le créateur de cet univers. En fait, il y a un créateur d'univers fantastique. Très clairement, c'est Miyazaki. Et ce personnage cherche un héritier. Il cherche quelqu'un pour lui succéder. Le film va aller dans une idée qu'en fait, il va pas trouver de successeur. Il va pas avoir de successeur parce que Maito décide, enfin moi c'est comme ça que je l'ai compris, décide de choisir la vie. Décide de surpasser le chagrin, le deuil, la perte, et décide de continuer à vivre. Et au début du film, réellement, on voit un personnage qui se fait du mal, qui se blesse, qui a du mal à interagir avec les autres, qui a un mal-être profond, et qui du coup, moi, dans le film, je me suis dit, vers où ça va aller? Parce que vraiment, la première partie du film, la première heure, elle est vraiment ancrée dans le réel. Il y a vraiment plein de séquences d'animation où tu le vois s'habiller de façon vraiment où ça inscrit tout ça dans le réel. D'ailleurs, c'est magnifique. Rien que le personnage qui enfile un pantalon et tout, c'est animé, c'est super beau. Et le film, à un moment donné, il y a un passage vers un monde féerique, vers un monde métaphorique, vers un monde où ça part. Peut-être c'est juste dans sa tête. Peut-être il a réellement traversé tous ces mondes, il a rencontré tous ces personnages. Et du coup, il y a plein de personnages qui apparaissent. Le héron, qui est un personnage aussi étrange. Et en plus, il y a ça aussi. C'est que tout est un peu gris. Tous les personnages, il n'y a pas des bons, il n'y a pas des méchants, il n'y a pas des gentils, il n'y a pas des méchants. C'est vraiment le héron, personnage un peu trouble. Le personnage principal, c'est pareil. Le père, c'est pareil. Tous ces personnages, ça, c'est intéressant. Sur le fait que Miyazaki est toujours à son prime. C'est incroyable à quel point la DA et l'image étaient déjà à son prime. Ouais, non mais c'est fou. Moi c'est fou quand j'ai revu Nausicaa de me dire qu'en fait le film il est magnifique. Nausicaa, il est extraordinaire visuellement. C'est fou. Et là, et de toute façon tous ces films sont... Moi, Ponyo, je le trouve fantastique visuellement. Il y a des visions de Ponyo où tu vois Ponyo qui court sur des vagues, tout est animé, c'est magnifique. Dans Le Vent se lève. Moi, Le Vent se lève m'a marqué. Notamment, il y a une séquence dans Le Vent se lève de tremblement de terre, de séisme. Vraiment, cette séquence, elle est extraordinaire. Visuellement, avec la... Ouais, dans l'eau, dans Ponyo, où tout est animé, tout est beau, tout est cool. C'est incroyable. Et là, dans Le Garçon et le Héros, vraiment, tout est très beau. Mais il y a des moments où vraiment ça explose. Là où c'est jamais réellement... Là où tout est maîtrisé dans les précédents, dans celui-là, il y a des moments où vraiment c'est chaotique. Ça devient presque brouillon. Comme par exemple Yuasa. Ça m'a fait penser à du Yuasa. Et vraiment, c'est intéressant. C'est pour ça que le film, il est très... Alors que c'est quand même quelqu'un qui a 80 ans aujourd'hui. Il faut se rendre compte de ça, quoi. C'est quand même quelqu'un... Aujourd'hui, il a plus de 80 ans. À l'époque... Ça, c'est un truc dont j'ai pas parlé. C'est quand même un film qui a pris 7 ans de développement. C'est quand même 7 ans de développement. Donc c'est
énorme. Il faut savoir qu'un film d'animation, ça prend beaucoup de temps. Donc un film d'animation avec un tel visuel, oui, plus ça dure 2 heures. Donc c'est très long à animer, c'est très long à mettre en œuvre. Donc je pense que c'est un travail de titan. Et le mec, il a quand même 80 ans. C'est quand même 7 ans. C'est pour ça aussi qu'il s'est entouré je pense qu'il a plus délégué sur ce film et qu'il s'est entouré d'animateurs de génie. Parce qu'à un moment donné, il est pas immortel. Et je pense qu'on a assez peu de chance. Alors j'ai vu des interviews comme quoi il avait encore... Les gens qui avaient travaillé avec lui disent qu'il a encore beaucoup d'idées. Et je le vois mal. Franchement, il y a des chances pour que ce soit son dernier film. Je le vois mal sortir un nouveau film. Travailler encore 7 ans sur un film, alors qu'il aura 90 ans, il y a peu d'espoir. Oui, non, mais c'est ça, Estelle. C'est clairement ça. C'est pour ça que le film est intéressant. Parce que du coup, ça apporte quelque chose de neuf, de nouveau dans le film. À la fois, le film, il devient hétérogène, quoi. Là où un film de Miyazaki, c'est vraiment très homogène. De bout en bout, il n'y a rien, et tout est parfait. Bah, il y a un moment, oui. Mais c'est quand même fantastique de se dire... C'est pour ça que j'ai envie que les gens aillent le voir et que je dis aux gens, allez-y. C'est quand même cool. On vit à un moment où on a un nouveau film, on a la chance d'avoir un nouveau film de Hayao Miyazaki qui sort alors qu'il était quand même à la retraite. Et c'est quelqu'un qui est quand même au sommet, en fait, qui a atteint une maîtrise. C'est comme j'en parlais sur le film de Scorsese, qui lui aussi a 80 ans aujourd'hui. C'est des gens qui ont atteint une maîtrise de leur art, quoi. C'est des maîtres dans leur secteur, quoi. C'est des maîtres de la mise en scène. Miyazaki, c'est un maître vraiment dans ce qu'il fait. Et du coup, c'est quand même génial d'avoir ces œuvres aujourd'hui. Et c'est des gens qui arrivent encore à être pertinents. Je trouve le film, il est encore très pertinent, il est encore très intéressant aujourd'hui. Et je pense qu'il va toucher les enfants, il va toucher les adultes. Ouais, c'est assez fou. Mais c'est assez fou que ce film existe, hein, que ce film soit sorti. Et tu vois, en plus, qu'il ait réussi, bah parce qu'il aurait pu mourir pendant la création du film. Il y a des gens, par exemple Satoshi Kon, il est mort pendant la réalisation de son dernier film. Son dernier film sortira jamais. Satoshi Kon, c'est Paprika, Blue Perfect, tout ça. Et j'espère, moi j'ai qu'une envie, c'est qu'il sorte un nouveau film, hein. J'espère qu'il arrivera à sortir un nouveau film. Mais il y a assez peu de chances que ça arrive, malheureusement. Mais voilà, pour finir, je crois que j'ai dit ce que j'avais plus ou moins envie de dire. Pour finir, le film est un énorme succès. Vraiment, là en France, il a fait un démarrage, je crois que c'est le meilleur démarrage au-dessus de Barbie cette année en France, donc c'est assez phénoménal. Moi, je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu en avant-première. Je dois dire que je l'ai vu à l'avant-première au CGR à Angoulême. C'était complet. La salle était pleine. J'ai halluciné. La salle était remplie. J'y suis retourné. Je l'ai vu première séance le mercredi matin. On était, je sais pas, 40, 50. Ce qui n'arrive jamais. Moi qui vais très très souvent le matin au cinéma, ça n'arrive jamais. Je pense que vraiment, il y a un vrai truc de phénomène de les gens, parce que c'est Miyazaki. En plus, les gens, ils vont en famille, les enfants, ils vont. Je pense que... Je suis content d'ailleurs que le film fonctionne. Vraiment, j'espère que le film va marcher et va faire beaucoup d'entrées. Parce que vraiment, j'ai été très surpris de voir que... Autant... Et d'ailleurs, le film fait débattre les gens. J'ai entendu des gens parler à la fin de la séance, des gens dire c'est absurde, j'ai rien compris, d'autres être émerveillés, des enfants sortir émerveillés. Vraiment, je trouve ça fou, je trouve ça génial. J'ai pas lu ton message, attends. Alors, il va parler autant aux enfants alors que sa personne en lui-même paraît être un adulte. Ouais, je suis d'accord. Hein. Les seniors sont des enfants. Ouais, non, c'est génial que ce soit... Oui, c'est vrai qu'il arrive à parler et à toucher les enfants. Mais c'est intéressant de se dire cette idée de, en fait, il veut toucher les... Mais en fait, je pense qu'il veut toucher les adultes. C'est juste qu'il a trouvé ce moyen-là, à travers l'enfance, à travers les enfants, de toucher les adultes. Je pense que ça révèle beaucoup de choses, cette idée qu'il fait des films pour enfants, parce que ça peut toucher les adultes et que l'inverse, non. Donc c'est assez passionnant. Et par exemple, le vent se lève, je sais pas si
C'est pas un film pour enfants, Le vent se lève, le précédent film. Parce que c'est un film très autobiographique, il n'y a pas d'aspect fantastique. Alors que là, oui. Là, pour moi, je suis sûr que les enfants vont prendre plaisir. Je suis persuadé. Et les adultes aussi, vu que je suis un adulte et que j'y ai pris beaucoup de plaisir. En conclusion, pour terminer, pour moi, c'est un chef-d'œuvre.